Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live avec Aline. Bonjour Aline. Bonjour Martin, bonjour tout le monde, vous avez bien dormi? Moi ça va, j'ai bien dormi, toi t'as bien dormi? J'ai bien dormi mais j'aurais pu dormir encore des heures. Des heures, des journées on aurait pu dormir. Heureusement, c'est le dernier jour de la semaine, à partir de demain, grasse matinée jusqu'à 15h50. Et ensuite, les vacances, le week-end, le dessin de prêt, enfin tous les trucs agréables à faire dans la vie. On se retrouve tous ensemble pour la dernière matinale de la semaine, c'est souvent celle, on a souvent moins d'invités le vendredi, et on en profite. On va essayer de faire des sélections, ce genre de choses dans les matinales où on n'aura pas d'invités dans les semaines qui viennent. Cette semaine, une sélection particulière, puisqu'on a pensé, on a eu l'idée pendant la semaine, en matinale. T'as même eu l'idée en matinale, vous avez assisté à l'éclosion de cette vous avez idée. vu ça, c'était extraordinaire. Ce défi qui m'a été lancé. En fin d'année, on a souvent dans les classes l'occasion pour les enseignants en tout cas, et pour les parents aussi, d'offrir un livre, très souvent un cahier de vacances, le petit cadeau de fin d'année à la fin de l'année scolaire. Les enfants repartent de leur école avec souvent un objet qui n'est pas très ludique. Et on s'est dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas des jeux qui feraient office de très jolis cadeaux de fin d'année pour partir en vacances avec un esprit ludique et quand même une correspondance avec le niveau de classe et peut-être, non pas ce qu'il y a à travailler, mais quelque chose qui soit utile, parce que le jeu de société, on n'a rien à vous apprendre là-dessus. C'est toujours utile. Tu nous as fait une petite liste de 10 jeux. J'étais sévère. Je t'ai dit non, tu étais parti avec 14 jeux, tu es arrivé le premier coup, je t'ai dit non, on va faire une liste de 10 jeux, enfin de 14, oui, on me finira lance pas. des défis insurmontables. En fait, effectivement, quand j'étais maîtresse, c'était à peu près l'époque où les parents commençaient à venir me voir pour me demander ce que je pensais des cahiers de vacances et si j'avais une marque à leur recommander et si ça valait le coup ou pas d'en acheter. Et la plupart du temps, l'impression que ça me laissait, c'était que le cahier de vacances était un achat déculpabilisant pour les parents, qui se disaient au moins j'ai fait mon job de parent, j'ai mis dans mon caddie un cahier de vacances, et puis du coup comme ça, c'est bon, c'est fait, mon enfant, je vais l'envoyer dans sa chambre faire ses devoirs pendant les vacances, j'aurais fait ce qu'il faut. Et en fait, c'est un peu triste à entendre. Du coup, il y a la un côté plupart du temps, obligation, c'est comme la fête des mères, il paraît que ça arrive rapidement là, et il y a un côté obligation, parfois on veut offrir quelque chose. Je m'en charge, je m'achète mon truc cet après-midi. Je l'ai fait, ça a été annulé, j'avais une commande pour Aline, j'ai reçu le mail de retour, non désolé, on ne vend plus ça, c'était l'horreur. Et du coup Aline a dit qu'elle s'en chargeait. Très souvent, il y a un petit côté obligation sur les fameux cadeaux à des moments donnés. Donc, on s'est parti là-dessus, sur une liste. Les cahiers de vacances, ça plaît beaucoup aux enfants qui sont déjà très scolaires et qui généralement n'en ont pas réellement besoin. Et du coup, il y a aussi tout plein d'enfants pour qui c'est une vraie corvée. Et ça, faut bien en avoir conscience. Après, il y a effectivement, à certains niveaux scolaires, des cahiers de vacances qui vont pouvoir venir gratter à un endroit où les enfants ont des difficultés. Par exemple, si les maths, c'est pas notre fort, qu'on est en 4e et que l'année prochaine c'est le brevet et qu'on a des lacunes, c'est pas une mauvaise idée non plus. Je veux pas dire ça, mais moi, la posture que j'avais en vous parlant des cahiers de vacances, c'était de vous dire, acheter un cahier de vacances, c'est pas faire son travail de parent. Passer du temps avec ses enfants et jouer avec eux, c'est vachement plus chouette. Et vous allez vivre des moments qui sont plus intéressants et avoir des échanges qui sont plus intéressants que juste regarder et dire t'as fait ta feuille aujourd'hui, t'as fait ta page, viens je te donne le cahier autocorrectif et on regarde si t'as bien réussi. De toute façon on n'interdit pas là, hein. Je vois sur le chat Antares qui dit nos filles adorent les cahiers de vacances, c'est très bien, et puis il y a un côté aussi ludique pour certains, ça dépend évidemment de leur conception de l'école et de leur rapport à tout ça. Souvent, je redis, c'est des enfants scolaires qui aiment les cahiers de vacances. Là, on vous donne une liste de cadeaux, d'idées, en tout cas de cadeaux de fin d'année. Donc ce cadeau qui est aussi une transmission, qui est quelque chose, dans ce geste-là, pour tous ceux qui ont été enseignants ou qui connaissent des enseignants, il y a un geste particulier aussi dans le cadeau de fin d'année. Il y a une transmission, il y a un départ, il y a un adieu, et en même temps, on te laisse quelque chose. C'est un geste qui a beaucoup d'importance pour les enfants. Et si l'objet de cette transmission est quelque chose d'agréable, d'un peu ludique, et en même temps qui ouvre aussi les yeux vers un extérieur qu'on ne connaît pas forcément, parce qu'on le sait encore, et vous qui nous suivez, vous le savez, le jeu de société a encore du chemin à parcourir pour rentrer dans toutes les maisons. Voilà pourquoi on a réfléchi à cette petite liste-là. Mais surtout, toi, sur le chat, on a les boutiques ludiques qui sont présentes, et là aussi, on vous incite fortement à faire ça en partenariat, parce qu'il y a des
Il y a des écoles, tu sais, qui achètent des jeux en gros paquets pour les classes. Il y a beaucoup d'élèves qui sont dans chaque classe, parfois une trentaine, malheureusement. Les classes sont surchargées. Et c'est très important pour les boutiques ludiques, en réalité, d'avoir ces commandes de fin d'année. Elles sont hyper précieuses. Donc, pour ces commandes-là, particulièrement pour ces commandes-là, vous aurez des prix, vous aurez des relations de travail particulières. N'hésitez pas à aller voir les boutiques locales. Ça me paraît vraiment le moment où il faut les mettre en avant aussi. Alors toi, tu as été dans des classes vraiment chouettes où les enfants avaient un cadeau en fin d'année scolaire, mais moi, ça m'est jamais arrivé. C'est vrai ? Nous, on faisait des cadeaux à Noël, et la plupart du temps, c'était un livre acheté dans des collections de livres vraiment pas très chers, où il n'y avait pas un choix incroyable dans les titres. On n'a jamais... c'était en toute fin d'année que l'école offrait un cadeau de jeux de société, en toute fin de... Pardon, pas en toute fin d'année, mais... dans les derniers moments où j'ai été enseignante avant de démissionner, l'école achetait effectivement auprès de la boutique ludique du coin un cadeau par classe au moment de Noël. Alors, donc on avait un jeu de classe en fait, et c'était très chouette aussi ça. Cette introduction est un peu longue, évidemment, parce qu'on voulait vous présenter les choses proprement. On va redire un petit mot du cartable ludique, parce que c'était l'origine de cette idée-là, puisque le cartable ludique, alors c'est un projet qui n'a pas lieu en fin d'année, mais qui aura lieu en début d'année scolaire prochaine, mais c'est le moment pour les enseignants de s'inscrire à cette opération qui est assez géniale. Il s'agit d'un abonnement. Les enfants vont pouvoir recevoir des jeux, et c'est les classes qui s'abonnent. Enfin, pas exactement, mais ça se passe par le biais des classes. C'est ça, ça passe par le biais des classes. Donc, si ça vous intéresse ou si vous avez envie de relayer cette initiative, qui est une initiative multi-éditeur, vous allez voir que les jeux concernés, ils viennent de tous horizons éditoriaux. En fait, il va falloir contacter la directrice ou le directeur de votre école et lui proposer de recevoir les flyers à destination des parents. C'est vraiment le moment de le faire. Flyers qui vont permettre ensuite d'expliciter aux familles le projet. Et ce projet, ça fonctionne comme l'abonnement à l'école des loisirs. École des loisirs, dans lequel vous payez une somme à l'année pour votre enfant. Je crois qu'ici, il s'agit de 39,90 € moins de 40 €. Donc. C'est vraiment pas très cher pour recevoir plusieurs jeux. Je ne sais plus combien c'est 4, je crois, c'est ça ? Alors non, c'est plus... Non, c'est pas beaucoup. Il y a un poster en tout début, il y a plusieurs jeux, et ça c'est à découvrir sur le flyer. Mais l'idée, c'est qu'à chaque petite vacance, et donc du coup 4 paraît la bonne chose, je sais qu'il y a un poster en plus de ces 4. À chaque petite vacance, votre enfant va repartir à la maison avec dans le cartable ce jeu-là, un jeu dont les règles sont adaptées à sa prise en main par votre enfant. Donc c'est pas tout à fait... c'est évidemment la même mécanique de jeu, mais c'est juste dans l'écriture des règles que c'est différent. Et il y a aussi un jeu, en fonction du nombre d'abonnements réalisés dans la classe, il y a un jeu qui va être offert à la classe, et donc qui va y rester. Ça contribue à créer une ludothèque de classe. Alors, on va passer assez rapidement dessus parce qu'on vous a donné le lien. Merci à Antares qui a mis le lien en live, puisque cette émission est enregistrée en live. On va la rediffuser sur notre chaîne de replay. Abonnez-vous-y. On a déjà fait une émission avec Simon. Donc, pareil, dans la description de cette vidéo, pour ceux qui veulent retrouver plus rapidement cette émission, vous allez pouvoir retrouver toutes les explications en long, en large et en travers du cartable ludique. En tout cas, si vous êtes intéressé par ce projet, si vous avez des enfants dans votre entourage qui ont l'âge d'en profiter également, si vous voulez informer des enseignants autour de vous, c'est le moment, c'est là tout de suite, fin mai, début juin, qu'il faut initier ce genre de choses. À la rentrée scolaire, c'est un peu tard déjà pour commencer ce genre de mise en place dans une école. Donc, c'est le moment. Je lis, évidemment, parce que c'est un super projet, moi j'ai envie qu'il tienne et qu'on ait l'occasion d'en reparler. Et je lis avec désespoir le message de Rachel qui dit « J'en ai parlé aux parents d'élèves de l'ancienne école de mes enfants, vu le faible taux d'inscription aux abonnements école des loisirs, ils préfèrent garder l'école des loisirs, mais je suis surprise parce que nous, l'école des loisirs, dans les écoles dans lesquelles j'ai travaillé, c'était un carton plein. C'est-à-dire que les classes, elles recevaient, il y avait plus d'une dizaine d'enfants par classe qui étaient abonnés. C'était fou, en fait. Donc j'espère qu'on n'est pas en train de perdre cette habitude-là. Bon, nous, on propose des choses. On n'a absolument rien à gagner à parler de ça ce matin. Il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de financement, on n'est pas en collaboration commerciale là-dessus. Par contre, c'est un projet qu'on soutient et qu'on suit avec beaucoup d'intérêt. Et c'est la raison pour laquelle on vous en reparle, parce que quand quelque chose nous motive, tout simplement, on a envie de vous en parler. On m'a demandé des jeux à moins de 5 €, nous dit Orvan, pour le départ des CM2. Les APE n'ont
pas trop de moyens, c'est chaud, effectivement. Alors Mais pour les oui. boutiques qui nous suivent et qui ont parfois des demandes de ce type-là, c'est pas facile de trouver moins de 5 euros. Qu'est-ce qu'on trouve comme jeu à moins de 5 euros? Pas grand-chose, je crains Non. malheureusement. Et c'est là que, effectivement, les entreprises qui sont affiliées aux coopératives scolaires proposent des livres à ces prix-là. Donc c'est pour ça que souvent, c'est des livres qui sont offerts aux enfants. Oui. Bien, alors on va commencer directement et on va donc commencer par la maternelle, tout simplement, les jeux qu'on va proposer Alors au oui, maternelle que tu en as fait, sélectionné, Aline, avec ton regard d'expert, puisque c'était en maternelle que tu étais oui, enseignante. moi j'ai fait à peu près toutes les classes. Je crois que la seule classe que je n'ai pas faite, ça doit être le CE2. Ah ouais, moi j'ai fait toutes les classes en tant qu'enseignant. Ouais. J'étais un peu moins longtemps enseignant qu'Aline, mais Mais j'étais j'ai remplaçant. Donc effectivement énormément travaillé dans les classes de moyenne section et grande section, qui étaient, c'est très étonnant d'ailleurs de faire ces grands écarts-là, mais qui étaient avec la classe de CM, avec les classes de CM, mes classes préférées. Alors je relis sur le chat juste avant de te repasser la parole, évidemment, donc tu la prends quand tu veux. Je lis quand même quelques commentaires, parce que vous êtes très actifs sur les commentaires. Merci beaucoup de participer, puisque c'est enregistré en live, et donc du coup on a tous les commentaires des abonnés qui nous suivent entre 8h et 9h du matin. On a Patrice qui nous dit c'est effectivement quasiment le budget qu'on me demande pour les jeux de société à Noël, entre 5 et 6 euros. Waouh, mais qu'est-ce que tu trouves, Patrice? C'est compliqué quand même. C'est aussi à nous de bouger un petit peu les lignes, parce que c'est vrai que le fait de faire ces émissions, d'en parler, c'est quand même c'est difficile d'avoir des sommes aussi faibles. Après, ça dépend d'où vient le financement. Et tu vois, les écoles qui fonctionnent sur les finances spontanées des parents en termes de coopérative, de cotisation à la coopérative scolaire, c'est sur c'est une cotisation qui est spontanée, elle n'est pas obligatoire, elles sont petites et les familles n'ont pas forcément les moyens. Donc quand la mairie ou une structure comme ça ne rajoute, quand il n'y a pas d'actions qui sont faites par les écoles pour gagner un petit peu plus d'argent, et ben en fait les budgets sont très faibles. Oui, bien sûr. On nous dit, dans mon école, ça c'est vrai que je l'ai souvent entendu, la directrice a refusé parce qu'elle ne propose pas de livres de formules payantes aux parents. Oui, c'est vrai, ça existe. On a souvent vu des écoles qui fonctionnent comme ça. Et en même temps, moi, dans celles dans lesquelles je suis passé, il y avait toujours ces livres de l'école des loisirs, ou alors tu sais, des abonnements de magazines qui tournaient, qui étaient envoyés vers les parents. D'ailleurs, ça me saoulait un petit peu parce que le côté abonnement de magazine, je ne voyais pas tellement la plus-value parfois quand on regardait les magazines en question. En tant qu'enseignant, je trouvais pas ça si pertinent que ça parfois, mais j'ai toujours vu ça tourner dans les écoles, donc ça se fait encore beaucoup, rassurez-vous là-dessus. Allez, on est parti sur la maternelle. J'ai envie de tous vous lire attentivement et de vous répondre à tous. C'est pour ça que ça traîne un peu. Ah non, ça traîne pas, c'est parfait. En fait, Martin m'a dit, tu vas choisir un jeu, tu vas essayer de garder une dizaine de jeux, donc je me suis dit que le plus logique, c'était d'essayer de trouver un jeu par classe. Alors évidemment, c'est subjectif, il y en aurait plein d'autres qui pourraient rentrer pour la même classe. À chaque fois, j'ai essayé de vous expliquer pourquoi j'avais choisi tel ou tel jeu, et tout ça, vous pourrez le retrouver dans l'article qui est associé sur le site Un Monde de Jeux. Et petite fierté de maman, je peux vous dire que tous les graphismes de cette page ont été faits par notre stagiaire. Oui. Et vous retrouverez en fin d'article une petite fiche récap que vous pouvez imprimer si vous voulez vous déplacer en boutique pour aller chercher certains de ces jeux. Autre précision, on est parti pour une raison assez simple sur des jeux récents, parce que il y a toujours le risque quand on achète un jeu de société, et nous on essaye de faire des listes, pas pour faire marcher le commerce, mais tout simplement pour éviter que je l'ai déjà, tu sais, ce truc. Oui. Donc ce sont tous des jeux relativement récents, ils ont quelques mois pour certains, mais pas non plus 3 ans. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y en a qu'un qui est un petit peu plus ancien que les autres, mais on est sur du très récent. C'est un peu la contrainte que m'avait donnée Martin. Et c'est vraiment les idées d'Aline. Moi, j'ai pas du tout. C'est entièrement Aline qui a choisi. Alors, on commence, et à chaque fois, j'ai essayé de garder un lien avec ce qui est fait dans l'année en cours. Donc, pour un enfant qui serait en petite section ou qui rentrerait en petite section, c'est aussi comme ça que je l'ai pensé. Eh ben, je vous suggère Bim Bam Boule, qui est un jeu Loki. Pourquoi ? Parce que c'est un jeu qui fait appel à la motricité fine. Alors je l'ai, le jeu, je vais vous le montrer. Oui, l'objet, parce que c'est vrai que souvent, quand on parle avec les boutiques ludiques, souvent on nous dit l'objet il compte quand même énormément. Moi j'ai été par exemple surpris sur le succès actuel de Loolidox. Laurent, j'ai ravi bien entendu, mais je me disais
c'est pas le jeu le plus incroyable d'un point de vue purement mécanique, mais en réalité, la pertinence de l'objet compte pour beaucoup dans le succès du jeu. Attention, on ne voit quasiment pas là, je vais remettre en plein écran. Hop. Voilà ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Vous voyez à quel point, déjà, visuellement, c'est séduisant pour des plus petits. Je suis sûr que le gamin qui repart avec ce jeu-là a envie tout de suite de se rentrer à la maison, de se poser sur le trottoir et commencer à jouer. Ça, c'est un jeu que vous allez aller chercher en tant que parent, parce qu'en tant qu'école, vous n'allez pas le faire. Je vous explique pourquoi. Sur la boîte, c'est marqué 6 ans. Ah oui. En petite section, on en a 3 ans. Et du coup, c'est pas judicieux. Je veux dire, il y a un truc légal qui va faire que c'est pas une école qui va pouvoir acheter Bim Bam Boule, mais je vous fais confiance pour jouer avec votre enfant de 3 ans à ce jeu. Il s'est tout à fait adapté. Il suffit juste de jouer avec les enfants, parce que à 3 ans, il y a toujours le risque d'ingestion, et Ah oui, bien sûr. Il va falloir jouer avec les enfants. Mais c'est pourquoi? pour ça, c'est d'où le 6 ans. En fait. Le 6 ans, il est lié à l'aspect mais matériel. vous allez voir que votre enfant de 3 ans ou de 4 ans, avec lequel vous allez jouer à ce jeu, il va forcément avoir très envie d'y jouer. Et pourquoi je vous dis de ne pas regarder l'âge sur la boîte et d'y jouer dès cet âge-là? C'est parce que, en fait... vous jouez avec une petite pince à épiler en plastique, et c'est cette petite pince qui m'intéresse le plus, parce que la petite section, comme la moyenne section, ça fonctionnera pour ces 2 âges-là, c'est une année dans laquelle votre enfant va probablement, pas la première fois, mais pour certains enfants si, avoir un crayon dans les mains et va devoir tracer des choses, commencer à écrire des choses, à tenir son crayon pour écrire les premières lettres de sa vie, écrire son prénom. Et c'est compliqué pour un enfant de tenir un crayon et d'avoir la bonne pression, de tenir réellement le crayon. Il y a les enfants qui vont appuyer très très fort, qui vont écrire sur 3 épaisseurs de papier, les enfants qui vont écrire trop faiblement et le crayon bouge et leur écriture elle est trop tremblotante. Et du coup, pouvoir s'exercer avec les doigts opposés à exercer la bonne pression, et toutes les classes vont le faire en petite section en utilisant des objets comme la pince à épiler. Et donc là, il y a un gameplay, évidemment, mais ce qui me plaisait là-dedans, c'est de vous dire de manipuler des choses avec la pince à épiler pour enlever. Il y a un petit côté de délicatesse aussi qui est importante pour les enfants de cet âge-là. Dans la même veine d'idées, il y a le jeu Dr Microbe, qui était chez Blue Orange, qui est un jeu de Roberto Fraga. Oui. La mécanique en soi n'est pas forcément adaptée, mais par contre le matériel, oui. Pour les moyens grands, ça fonctionne incroyablement, Dr Microbe également. Mais on n'est plus dans du jeu récent, il était donc hors catégorie pour cette liste. Ouais, on va enchaîner assez rapidement parce qu'on a quand même 10 jeux à vous montrer. Donc, Bim Bam Boum, c'est le premier qu'on propose avec toutes les explications d'Aline pour savoir dans quel cadre et dans quel usage. Effectivement, faites gaffe au matériel quand même. C'est vrai qu'on va au-delà de l'âge indiqué. Ouais. Passion jeu, c'est pas insupportable à ramasser parce que je sais pas si tu vois le matériel, mais en tout cas avec les enfants avec qui j'ai joué à ce jeu, les enfants ils adorent tellement le jeu que c'est un plaisir en fait de ramasser pour mettre ici dans le gobelet qui est prévu pour, d'aller chercher partout et de reformer la pyramide par pression en fait. Donc ils adorent le faire. Donc en général, t'as pas besoin de râler pour qu'ils rangent le jeu. Et puis surtout, vous avez vu la taille de cette Eco Cup. Très clairement, vous pouvez leur servir une bonne petite bière aux enfants de petite section. Je sais, c'est un peu tôt, peut-être dans leur âge, mais faut apprendre de la vie assez rapidement. Hop. Mais en tout cas, moi, ça a été un carton plein pour les plus petits des petits testeurs. Mais alors, je répète, précaution d'usage, jouez à ça avec votre enfant de 3 ans. Ne le laissez pas tout seul dans une pièce avec. C'est pas prévu pour ça. Oui. Deuxième chose, on continue. Mais il faut savoir casser les règles. Pour les moyens grands, vous allez pouvoir jouer avec eux à Syllabus, qui est un jeu gigamique. Sélectionné au Spiel des Jahres, ce jeu qui est signé par Urtis Silinskas et Haris Sagas. C'est donc déjà un classique, publié par Gigamic, course et vocabulaire, c'est noté sur la boîte. Et en fait, il est génial ce jeu.
Et là, c'est les bons âges, parce qu'on voit que 4-7 ans, c'est vraiment l'âge ciblé. Moyenne section, donc c'est la deuxième classe, et c'est celle où on commence à s'ouvrir. J'adore la classe de moyenne section. Dans la classe de petite section, le principal programme, d'une certaine manière, tu l'as dit, c'est d'une part la motricité fine, mais surtout l'apprentissage de l'école. Oui, c'est l'intégration, le côté social de la petite section. On découvre la vie en commun avec d'autres enfants, et c'est un enjeu aussi. On doit respecter la parole de l'adulte. Et ça, c'est parfois compliqué. Et ensuite, l'apprentissage le plus important, c'est celui de la motricité fine. Pour les petites sections. La moyenne section, c'est l'âge que je préférais quasiment avec le CE2. J'adorais ces deux âges-là, tu vois, deux âges qui sont différents, mais qui ont un point commun, c'est l'ouverture aux autres. C'est-à-dire que d'un seul coup, en moyenne section, ils s'intéressent à tous. Les enfants sont passionnés partout. En général, ils adorent leur enseignant parce qu'il y a cette ouverture absolue sur le monde qui les entoure. Tout est source de passion, que ce soit les animaux de la ferme ou ce qui se passe au sein de leur école, qui devient leur école véritablement. On a un peu de ça aussi au CE2 dans la mesure où on a fini l'apprentissage de la lecture qui est tellement long qui dure de la grande section au CE1 et où on s'ouvre de nouveau un peu à plein d'autres choses en ayant ce bagage. Moi aussi j'aime beaucoup les moyens grands, j'aime beaucoup, je le disais, les CM2, mais pas tout à fait pour la même raison. Moi c'est parce que on a l'impression qu'on leur ouvre les yeux sur le monde et qu'ils découvrent plein de choses, et notamment tout ce qui a trait à la pré-lecture. Il ne faut pas croire que la lecture c'est le CP et que tout ce qui a été fait avant n'est pas du terreau pour cette lecture. En fait, c'est exactement le cas. La moyenne section et la grande section, c'est mettre les graines pour un apprentissage de la lecture réussi. Et c'est pour ça qu'en moyenne section et en grande section, on va beaucoup travailler sur l'écoute, la reconnaissance et la production de syllabes. Et en jouant à syllabus avec votre enfant, vous allez jouer à un jeu qui est extrêmement ludique, qui fonctionne très bien. En tant que parent, vous n'allez absolument pas vous ennuyer. C'est un super jeu, mais pour votre enfant, c'est très important d'y jouer souvent, beaucoup avec vous, et que vous ayez une... En fait, c'est un peu le dénominateur commun de cette liste. Il faut que vous ayez une présence active autour de la table. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas laisser votre enfant taper mal les syllabes. Il va falloir le reprendre, le corriger. Et notamment, il y a une petite vigilance à avoir, parce qu'on a appris, pour les personnes de notre âge, on a appris les syllabes qui sont des syllabes de théâtre, où on compte même les lettres muettes, c'est-à-dire qu'on va dénombrer un nombre supérieur de syllabes pour une majorité de mots que de syllabes réellement prononcées par un enfant. Donc à l'école, la règle, et votre enfant fera ça, c'est systématique dans toutes les classes, on ne dénombre que les syllabes orales, c'est-à-dire celles qu'on prononce quand on parle. C'est-à-dire qu'on ne va pas, par exemple, dire une pomme, mais une pomme. Il n'y a qu'une seule syllabe, mot, pomme. Donc il va falloir être vigilant à ça. C'est une toute petite vigilance, ça ne vous demande pas un travail monstrueux, juste de dénombrer comme on parle. Et à part ça, vous allez passer un excellent moment. C'est vraiment très chouette. On avait fait une vidéo à l'école et à la maison. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas tourné des vidéos de ce type-là sur ce jeu. C'est vrai qu'on pourrait en avoir sur chacun des jeux qu'on vous présente dans cette sélection avec Caroline à l'époque. Et c'était un très bon moment aussi. Ça vous permet aussi d'avoir tout le matériel. Je crois que le jury du Spiel a dit que c'est grâce à notre vidéo qu'ils ont sélectionné le jeu. Elle était passionnante, cette vidéo. Caroline Ancel, c'est la chargée de projet de ce jeu chez Gigamic. Elle est souvent en charge des jeux de société enfants Gigamic. Elle a fait un super boulot et c'était passionnant parce que quand on fait une émission avec quelqu'un de passionné par le travail qui a été fait, c'est toujours super intéressant à regarder. Voilà, pour ce jeu syllabus qui est peut-être l'un des plus pertinents sur le plan des syllabes, parce que très souvent les éditeurs de jeux qui ne sont pas enseignants et qui n'ont pas ce rapport grammatical parlent de syllabes sans savoir de quoi il s'agit réellement, et on a souvent des petits casse-têtes où on a envie de dire « Ah pardon, mais c'est pas tout à fait comme ça qu'on utilise les syllabes aujourd'hui. » Luther Ludique nous dit « Je vais réessayer, je n'arrive pas à trouver ce jeu plaisant. » Et moi, les parties que j'ai faites étaient toujours sympas. Ça fonctionnait bien. Oui, et il y a un petit côté assez attendrissant à voir les enfants taper les syllabes ou les compter sur les mains. Et ouais, moi j'avais beaucoup aimé. Mais après, on peut avoir
des expériences différentes, il n'y a pas de souci. On termine la maternelle avec la dernière classe de la maternelle, celle qui fait la transition et qui est déjà la première classe aujourd'hui d'apprentissage de la lecture. La lecture, ça commence pas au CP, ça commence vraiment en grande section. Vers la fin de la grande section, effectivement, les enfants lisent déjà pas mal de petits trucs. Certains sont en avance et on se dit ouh, leur CP va être long parce que j'ai l'impression qu'il sait lire. Ouais, il y en a de plus en plus parce que les programmes tendent vers un apprentissage de la lecture de plus en plus précoce. On n'est pas du tout dans des écoles suisses où la maternelle est un jardin d'éveil. On est dans une maternelle qui est de plus en plus apprenante, même s'il y a une espèce d'hypocrisie du monde pédagogique où on essaye de nous faire croire qu'en maternelle, on va surtout jouer, mais dans les programmes, c'est clairement marqué que c'est pas le cas. Et donc, chaque chose... Super jeu, elles viennent juste de sortir. Il est tout récent, mais il est vraiment magnifique. Donc, chaque chose qui rend cet apprentissage plus ludique, en fait, est intéressant. Donc, j'ai choisi de vous montrer Micro Macro Kids, le parc Zinzin. Je ne veux pas vous apprendre que Micro Macro, c'est rigolo. Par contre, pourquoi le proposer à un enfant de grande section? C'est parce que c'est l'année où on va vraiment... sur plein de supports différents, travailler avec les enfants en termes de compétences scolaires, je parle, sur la discrimination visuelle, sur trouver une information rapidement et partout. On aurait pu proposer aussi les puzzles, mon puzzle aventure, parce qu'on est sur de la discrimination aussi. Là, c'est vraiment chouette. On va aller chercher des informations dans une image qui est très grande et du coup, on va essayer d'avoir des... Les enfants, ils ne vont pas s'en rendre compte, mais ils vont développer des méthodes de recherche. C'est-à-dire, au lieu de regarder un peu partout, ils vont scanner le texte, scanner l'image. Et cette démarche-là, elle est importante. Mine de rien, c'est ce qui amène à la lecture rapide. Nous, des fois, quand on est face à un grand texte et qu'on cherche une information, on va balayer le texte, on va essayer de faire de la lecture en diagonale pour trouver l'information qu'on recherche. Et en fait, ça se travaille. Et l'enfant qui apprend à discriminer rapidement, en fait, après, ça va devenir un lecteur plus rapide. Il y a des méthodes de recherche à exercer, en fait, dans l'œil de l'enfant, et un empan visuel, c'est-à-dire regarder au large, pas regarder des petits morceaux, mais essayer de se lever le nez un peu de la feuille pour regarder un espace plus grand en le regardant de manière active. Et du coup, tout ça, c'est vraiment lié à la lecture. On ne s'en rend pas compte, mais c'est des compétences, la discrimination visuelle, qui sont fondatrices de la lecture. Et du coup, comme Micro Macro, c'est très rigolo. Comme le Micro Macro Kids, il est parfaitement adapté à l'âge des enfants. Comme il y a ce petit système de palets translucides qui vont permettre de mettre en valeur certaines parties de l'image, eh ben, c'est, à mon avis, un super jeu à faire cet été avec vos enfants qui vont rentrer en grande section ou qui sont en grande section. Après, tout ça, c'est du conseil. Si vous avez un autre jeu de discrimination qui vous plaît bien, c'est chouette en fait de proposer de la discrimination aux enfants. Voilà pour la grande section. Bon, j'essaie de vous repasser ma vidéo, je n'ai pas réussi à la retrouver. Parce que là, j'avais fait une belle vidéo sur ce jeu. Quand on double clic, ça ne s'ouvre pas. Bon, bah tant pis. Et les enfants, en général, aiment beaucoup. Moi, j'avais à l'école des livres de Où est Charlie qui sortaient énormément. Malheureusement, quand j'étais enseignante, mon puzzle aventure n'était pas encore sorti. Mais ça aurait bien fonctionné. Où est Charlie, yo. Ouais. Alors, on va continuer cette fois-ci avec l'école primaire. Ouais. On monte un petit peu dans les classes. Et là aussi, de très chouettes jeux à mettre en avant. Oh, mais je vois qu'il y a des éditeurs qui ont le droit à plusieurs jeux dans cette sélection. Heureusement qu'on n'a pas regardé le nom des éditeurs. Bah, j'ai pas du tout regardé ça. Oui, en non, fait. non, c'est simplement regarder. J'ai vraiment, c'est vrai. En plus, pour certains groupes d'âge, j'avais plusieurs idées, mais à chaque fois, j'ai cherché la chose qui, à mon avis, était la plus symptomatique de cet âge-là. C'est-à-dire pas la plus symptomatique, mais l'apprentissage le plus fondamental de l'année, ce qui allait être en jeu réellement et qui était nouveau cette année-là pour eux. Cette année-là, il y avait Cocoons en CP. C'est un jeu qui est signé Cocoons par Julien Griffon-Marie et Wilfried Faure. C'est publié par Banquis, c'est illustré par Camille Chaussy. Et c'est un jeu qui vaut aussi pour ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, le matériel. Et c'est un trait commun avec pas mal des jeux qu'on vous montre aujourd'hui. Tout simplement, on est dans le jeu enfant. Donc il y a aussi cette envie d'avoir un matériel ludique en lui-même. Et là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est ludique. Oui, c'est vrai.
c'est un jeu qui marche sur le système du taquin, dans lequel vous allez essayer de retrouver des choses. Ah, cette boîte, c'était pas celle qui était dépunchée. Vous allez essayer... Ne la dépunche pas, on va... Non, je veux juste voir les... On la montre ici, à l'image, de toute façon, j'ai toutes les images Vous nécessaires. allez déplacer des petites boîtes à l'intérieur d'une plus grande boîte. Autour des boîtes, vous avez des symboles, et en fait, les symboles qui sont présents sur chaque côté sont importants, mais avec ce système de taquin, ceux qui vont apparaître là, ici, sur le côté, ceux que l'on va voir ne seront pas les mêmes, et il va falloir réfléchir à quelle orientation on fait, quel mouvement on fait. Il y a un petit côté de réflexion, il y a un petit côté coopératif aussi dans ce jeu. Ouais. Gros côté coopératif. Alors, moi j'adore Cocon, je trouve que c'est faire un jeu... Tu dis Cocon, toi ? Bon, peu importe, j'adore ce jeu, je le trouve formidable, je le trouve très beau, je trouve qu'il a un petit côté merveilleux qui va plaire aux enfants, mais si j'adore le jeu, c'est pas la raison pour laquelle je me disais que c'était judicieux pour une année de CP. En CP, les enfants, vous allez le voir, ils vont commencer à faire en classe des plans de leur classe. Des fois, il faudra le dessiner, des fois, il faudra le représenter en Lego, des fois, ils vont faire une maquette. Si vous avez un enfant qui est au CP, vous l'avez peut-être vu passer dans l'année, tout ce travail sur la représentation de l'espace, et c'est la première fois que vraiment ça va être symbolisé par du volume. Et ici, on est dans cette perception du repérage spatial qui en plus va dépendre de la place qu'on occupe sur la table. Donc on est sur de l'espace mouvant, de repérage spatial, et le repérage spatial, la logique spatiale, c'est quelque chose qui pour certains enfants va être d'une évidence absolue, et pour certains enfants va être compliqué. Ils vont avoir besoin de se figurer les choses, de se les représenter, de les matérialiser, et en jouant à ce genre de jeu, vous exercez leur logique spatiale. Moi, j'aurais adoré qu'on me fasse jouer à ce genre de jeu quand j'étais petite, parce que je suis archi nulle sur la représentation spatiale. C'est quelque chose qui est compliqué pour moi encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, les enfants jouent beaucoup mieux à Cocon que je n'y joue moi. Donc il y a une histoire de mémoire, et ça va, je tiens le coup, mais il y a une histoire de mémoire liée à la représentation spatiale qui est un vrai enjeu. L'avantage de jouer avec votre enfant à Cocoon, c'est qu'en fait, ce jeu, il n'est pas que pour les enfants. Vous allez passer un super moment, parce que c'est... Oui, non, c'est un jeu familial. C'est tout à fait un jeu familial, on peut jouer ensemble, et nous, on est joueurs entre adultes. Enfant. Ça ne pose pas de problème particulier. Voilà, ça c'était pour... Et je vous dis, à chaque fois, j'essaye de trouver le jeu vraiment ludique qui s'accorde avec quelque chose qui va être fait à cet âge-là par l'enfant en classe. On enchaîne avec le CE1. CE1, donc là, les enfants, pour certains, c'est à la fin du CP qui commencent à maîtriser, alors pas forcément la lecture, mais en tout cas le code. C'est-à-dire que là, entre savoir lire, tiens, je vais reprendre ce qu'il y a à l'intérieur, là, je vais ranger pendant ce temps-là. Entre savoir lire, c'est-à-dire savoir décoder, et comprendre le texte, c'est le travail de 2 ans en réalité. Pour certains enfants, il ne faut pas avoir peur si à la fin du CP, la lecture n'est pas évidente et demande encore des apprentissages. Le CE1, c'est une classe qui est essentielle aussi pour justement transformer cet acte de lecture, de décodage en acte de compréhension tout simplement, pour être dans le texte et pour pouvoir aussi l'interpréter. L'avantage en plus de Cocon à cet âge-là, c'est que le jeu, vous allez pouvoir l'emmener sur la scolarité. Il y a différents niveaux de jeu. Et donc, vous allez à chaque fois... ça va fonctionner. Ouais. Donc là, on sait jouer maintenant avec les mots, on sait jouer avec les lettres. Et donc, tu as choisi un jeu qui joue là-dessus. Même si, en fait, ça n'aurait pas eu d'importance et que j'aurais pu le sélectionner pour les années qui précèdent. Ouais. Parce qu'il n'y a pas besoin d'être lecteur, en réalité, pour jouer à Animaux, que j'ai sélectionné en pensant à la classe de CE1. Donc, c'est marqué à partir de 6 ans. 6 ans, c'est CP en réalité. Donc, on peut tout à fait y jouer dès le CP. Et même avant, ça fonctionne. Ça fonctionne pour les non-lecteurs. C'est un jeu qui est signé par Bruno Feduti et Anya Vredeux, c'est publié par Spaceko, c'est illustré par Weberson Santiago. Voilà pour le casting de ce très beau jeu publié par Spaceko. On vous en a beaucoup parlé, donc de toute façon vous savez qu'on aime bien ce jeu. Ouais. Alors là, c'est pas un secret, effectivement, là, suffisamment dit. Mais pourquoi jouer avec votre enfant qui a l'âge... Il est sélectionné au Spiel, hein, celui-là. Oui. Attends, non, il était dans la longue liste, je ne sais plus. Je suis perdu. Non, il est pas, il est dans la longue liste. Ouais. Et c'est, à l'Educaflip qu'il est aussi dans la liste. J'étais là-dessus. Ouais. Pourquoi je vous le suggère pour un enfant qui entre en CE1 ? Parce qu'en fait, en CE1, c'est l'année où réellement on va passer
de la lecture à l'orthographe. Il y a vraiment ce nouvel aspect qui va entrer de l'orthographe dans les apprentissages que vont faire les enfants. Et ici, en jouant avec les mots, il n'y a rien à faire d'autre que jouer à ce jeu pour que ce soit chouette. Mais en jouant, on va mettre en mémoire les mots tels qu'ils s'écrivent réellement. Leur orthographe, elle va se fixer dans la mémoire des enfants tels qu'ils s'écrivent sans faute. Et il y a un vrai jeu à établir des connexions dans l'esprit des enfants en mettant par exemple, quand on pioche un H, on sait qu'il va pouvoir potentiellement se mettre à côté d'un P ou à côté d'un C. Donc il y a des choses comme ça qui vont arriver directement. Il y a besoin de rien faire du tout. Et pourquoi au CE1 ça me paraissait judicieux parce qu'il y a aussi un paquet de cartes en anglais et que souvent c'est cette année-là que dans les classes on va commencer l'apprentissage oui. d'une langue étrangère. Et c'est une découverte sur les autres et sur la langue d'un autre pays qui est tout à fait adaptée à cet âge-là. Ça fonctionne très bien. Et du coup, c'est un jeu qui va fonctionner si vous avez des enfants plus grands que celui ou celle qui est en CE1. C'est un jeu vraiment familial, vous allez pouvoir y jouer tous autour de la table. Donc particulièrement adapté à cet âge-là. Voilà, on a aussi les vidéos sur la chaîne, vous pouvez la retrouver si vous cherchez animaux, si vous regardez l'article qui est associé à cette vidéo aussi, de toute façon on vous donne le lien, il faut ouvrir la fiche du jeu et vous retrouverez la vidéo à l'école à la maison qui vous fait et l'explication dans la première partie, mais aussi, il y a un petit extrait de partie aussi dans celle-ci, aussi la liste des usages pour les enseignants, mais pour les parents aussi, de tout ce qui est intéressant, ce qu'il y a d'intéressant dans ce jeu. C'est un listing, évidemment, on le dit à chaque fois, l'essentiel, c'est le plaisir du jeu et il est bien présent sur Animaux. Alors la différence entre une vidéo à l'école et à la maison et ce qu'on est en train de vous dire maintenant, c'est qu'une vidéo à l'école et à la maison, elle s'adresse globalement aux classes et au monde éducatif. Ouais. Et c'est pas du tout dans cette optique-là que j'ai pensé cette liste qu'on vous propose là, on est ce sur matin. Le fin d'année, là, on est sur quelque chose qui s'adresse aux familles. Et bon, à l'école et à la maison, il y a maison dedans, mais on est vraiment sur du listing de compétences pédagogiques et ce genre de choses. Ici, on s'adresse aux familles en vous disant, à l'âge qu'a votre enfant, c'est avec ce jeu-là et en jouant avec ce jeu-là que vous allez pouvoir aller discuter avec lui de choses qu'il est en train d'apprendre en ce moment ou qu'il va apprendre dans l'année qui arrive. Et on est sur ce partage-là. On n'est pas forcément, on fait pas de vous des enseignants qui vont apporter des compétences à leurs enfants. On passe au CE2 sur un jeu qu'on n'a pas ici au chalet. Non, on l'a pas. J'y ai joué à l'alchimie. On le connaissait pour avoir lu les règles et découvert par échange avec l'éditeur, mais j'y avais encore pas joué. Et 15 jours en France, c'est le jeu, du coup je vous laisse le regarder à l'écran. C'est un jeu qui est particulièrement chouette en CE2. Pourquoi ? Parce que le CE2, c'est l'année où on abandonne dans les programmes toute cette... En fait, le CE2, c'est l'entrée du cycle 3. Ouais, ça y est, la lecture est acquise et maintenant les enfants commencent à s'intéresser à plein d'autres choses. Et en fait, on va passer de tout ce qui est éveil au monde, qui sont des choses tangibles, concrètes qu'on fait avec les enfants pour leur donner des repères dans le temps, dans l'espace et des repères scientifiques. Donc on a parlé d'animaux, on a parlé du temps qui passe, mais on n'est pas entré dans ce qui va être le programme du cycle 3, c'est-à-dire réellement de la géographie, réellement de l'histoire. Ouais. Et ça, c'est la nouveauté. Il y a des enfants qui ont un plaisir absolument incroyable à ce qu'on leur parle de l'Antiquité, de la préhistoire, ça, on commence à le faire en CE2. C'est vraiment ces apprentissages-là d'histoire et de géographie. Et donc, c'est vraiment le gros changement, moi, je trouve, dans l'éveil qui est fait à cette étape charnière, en fait, de l'apprentissage. Et qu'un jour en France, on va aller se promener comme ça en jouant dans les lieux, dans des lieux chouettes de la France. Et souvent, on constate pas dans les classes de CE2 que les enfants ils se représentent vraiment qu'à différentes régions et comment elles sont connectées les unes aux autres en termes d'espace, en fait. Et la capture d'écran avec le mot précédent était peut-être pas indispensable sur ce visuel-là, je vois ça. C'est pas très grave. C'est peut-être notre stagiaire qui a fait cette fiche, c'est un jeu à venir. Je suis navrée.
Et donc, dans le jeu, on va aller se promener. Et ce qui est intéressant, c'est justement ce que vous allez rajouter autour de la table. Parce que là, vous allez faire le jeu. Le jeu est très chouette. Vraiment, moi, j'ai passé un super moment à y jouer. J'y ai joué avec une famille, il y avait deux jeunes enfants. Ouais. Et ils posaient des questions. En fait, ils disaient, tu y es déjà allé? C'est où? Bah oui, c'est ça qui Est-ce nous que c'est intéresse plus aussi. au nord? Est-ce que c'est plus Parce au que moi, sud? Donc, j'en on ai a pas du entendu du repérage. bien sur ce jeu, je vais le dire, hein, mais j'en ai pas entendu que du bien. Mais on a beaucoup aussi d'experts qui analysent les jeux et qui ont un regard mécanique sur le jeu de société, mais en réalité, c'est pas que ça. Et l'importance, les boutiques le savent très bien, celles qui sont présentes ce matin, l'importance du jeu de société, c'est de regarder aussi les joueurs lambda, je parle avec des termes qui n'ont pas beaucoup de sens là-dedans, mais de voir les joueurs, les réels autour de la table jouer en partant du principe qu'on est là pour s'amuser, on n'est pas là pour analyser le jeu, et là d'un seul coup on se rend compte que ce point de vue mécanique et cette recherche perpétuelle qu'ont les professionnels de l'originalité, de la nouveauté, parfois il faut savoir la mettre de côté et s'intéresser au jeu en lui-même, à l'émotion qui existe autour de la table. C'est cette émotion-là que tu as vécue et que tu analyses. Oui, et puis c'était vraiment incroyable de dire, les parents en jouant disaient, ah bah tiens, ça on y est allé quand on a fait un voyage entre nous, vous n'étiez pas encore nés. Ou alors, ça c'est le château de Versailles, c'est le château de Louis XIV. Comme les calamars, qui ne sont pas encore nés. Ouais, pardon, bravo. Donc il y avait plein de discussions autour de la table et c'était sans sas en fait. Et ça crée vraiment ce petit truc. Et comme en vacances, généralement, on va en vacances, on se déplace, ça peut être sympa de faire ce lien, de dire on est à côté de ça, tiens, ça pourrait être l'occasion d'aller regarder ça, de faire un petit trajet là-bas. Donc oui, plaisir à découvrir ce jeu, et je me dis que vraiment c'est l'âge, le CE2, où c'est intéressant. On passe au CM1 ? Et ouais. On enchaîne avec le CM1, évidemment, 10 jeux, ça prend un petit peu de temps, il y en a pas mal à vous Je montrer suis désolée, dans cette sélection. J'ai envie de vous en parler vraiment longtemps. Oh, mais c'est le meilleur jeu de l'année. Et ouais. Le voilà qui tombe, il était impossible. J'avoue que quand j'ai dit, allez, on fait une liste des 10 meilleurs jeux, dont Color Wars, parce que là, clairement, au CM, j'ai vraiment pas de tu me mets Color Wars. En fait. Non, mais j'en ai suggéré un sur les 10. Tu peux me l'autoriser. Ouais. Color Wars, c'est donc le jeu sélectionné pour cette classe de CM1 en vrai. Vous pouvez le sélectionner au collège. Avant, ça va être compliqué. Avant le CM1, vraiment, ça va être un petit peu difficile, mais à partir du CM1, en l'adaptant aussi, parce que clairement, vous avez un meilleur niveau, vous adultes, que les enfants qui vont jouer. En fait, je vous suggère d'enlever les thèmes. Sur les plus jeunes. Ouais. Oui, c'est vraiment tôt CM1. Hein. Je cherche l'âge sur le jeu. Non, parce qu'en fait, pourquoi je l'ai mis au CM1 parce que 10 ans, c'est CM2. Hein. Ouais, mais je pense que ça marche. Ouais. Pourquoi je l'ai mis au CM1 ? Parce que le CM1, c'est le moment où on commence à faire des dictées qui sont plus juste les 10 mots de dictée qu'on a à préparer pendant la semaine. Et c'est des dictées avec des phrases, avec des difficultés, avec des pièges de dictée. Et la plupart du temps, le CM1, c'est le moment où on voit la bascule chez les enfants, où l'orthographe, ça devient vraiment plus drôle du tout, où la dictée, c'est hyper pénible. C'est un moment de tension avec les parents lors des préparations de devoirs le soir pour préparer la dictée du lendemain. Et c'est le moment où les enfants se mettent à détester les mots et l'orthographe. Et réellement, on sent une bascule où en CE2, on joue encore avec les mots. En CM1, ça devient sérieux. On compte le nombre de fautes de la dictée. Et ça devient punitif, ça devient rébarbatif. Et l'orthographe devient le truc que les enfants détestent le plus à l'école. Oui. Alors attention, quand vous allez utiliser ce jeu, ne l'utilisez pas de manière scolaire, ne l'utilisez pas en imposant une activité déplaisante pour les enfants. Soyez attentifs quand vous êtes avec vos enfants ou les enfants des autres. Soyez attentifs au plaisir qu'ils ont. Un jeu de société, c'est là pour procurer du plaisir. Si vous sentez que ça devient une épreuve, que ça devient un exercice, faut pas le faire, tout simplement. Il faut réussir à laisser du ludique dans le ludique. Il y a des enfants qui vont adorer Color Wars, il y a des adultes qui vont adorer Color Wars, et il y en a d'autres qui vont détester parce qu'ils ne veulent pas jouer avec des jeux, avec des mots. Ce qu'on a vécu, nous, sur ce jeu en particulier, c'est que même ceux qui sont moins amateurs de jeux de lettres, ils trouvent leur plaisir dans la mesure où ce jeu revêt un petit aspect stratégique, et cette satisfaction de coller, comme on le voit sur l'image qui est ici à l'écran, de coller les bonnes lettres au bon endroit, il y a un aspect de stratège, et il y a aussi une conception, c'est là tout l'intérêt de ce jeu-là, il y a une conception de comment est construit le mot, c'est-à-dire que, j'essaye de mettre un A à tel endroit, quels sont les mots qui vont avoir ces lettres-là, il y a une réflexion sur la construction du mot en lui-même, qui est invisible pour celui qui le fait, mais hyper utile pour la compréhension de ce qu'est l'écriture, tout simplement, la lecture. Après, pour en revenir à ce que je vous disais, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des enfants qui aiment la dictée. Il y en a quelques-uns, les très doués en orthographe, qui sont super contents, ils ont tout bon à chaque fois, mais on ne va pas se leurrer, ils ne sont pas majoritaires. Et donc là,
proposer Color Words, c'est dire à l'enfant que les mots qu'il connaît, les mots qu'il maîtrise, ceux qu'il a choisis lui-même, eh ben, ils sont valables. C'est des fois bonbon, c'est des fois pompier, c'est des mots qui sont simples, mais ils sont valables. Et il suffira juste de les mettre au bon endroit pour qu'ils cartonnent et qu'ils fassent plus de points que les mots que vous aurez choisis vous et qui seront peut-être plus compliqués. Sauf que les mots que vous aurez choisis vous, les parents, eh ben, en fait, votre enfant va les voir. Et c'est du vocabulaire supplémentaire qui arrive et des mots écrits de manière juste qui arrivent aussi comme ça dans leurs yeux. Et s'ils s'en souviennent pas, bah, ils s'en souviennent pas. Mais par contre, si avec un peu de chance, ils s'en souviennent, bah, c'est un petit peu de vocabulaire en plus. Donc là, c'est vraiment l'idée, c'était vraiment de dire aux enfants, eh ben, les mots, c'est pas rébarbatif. Les lettres, c'est pas pénible. Tu vas pouvoir t'amuser en manipulant des mots. Après, c'est un ressenti que j'ai moi par rapport aux classes que j'ai vues. Sûr. Si ça fonctionne pas avec votre enfant, vous laissez tomber. Et vous passez au jeu suivant qui marchera très bien aussi. Exactement, c'est-à-dire que les deux jeux que tu as sélectionnés CM2 peuvent être interchangeables si vous sentez effectivement que le public... Soyez vigilant au public concerné, évidemment. Si vous sentez que les lettres, c'est peut-être pas le truc qu'il faut mettre en avant, vous prenez celui qu'on va vous conseiller pour le CM2 et inversement, vous pouvez remplacer. Mais évidemment, on a le commentaire de Guillaume. Tu changes d'enfant. S'il n'aime pas jouer à Color Words, tu dis désolé, on a passé un bon moment tous les deux, au suivant. Après, moi, c'est mon jeu préféré de l'année, donc prenez-le quand même, hein, Color Words, quoi qu'il se passe. On a Guillaume Desportes qui nous dit qu'il est d'accord avec ce que je viens de dire. Ah, c'est dingue. J'espère que ça te fait plaisir. Non, il nous dit surtout que parfois les enfants ne veulent pas jouer au smart game parce qu'ils les utilisent à l'école, on les voit pas mal dans les écoles, et pour eux, ça devient du travail. En fait, cette conception du jeu, un jeu est un jeu, c'est absolument essentiel quand on offre un jeu. On est là pour s'amuser. Et si vous voyez ça, il faut changer de jeu tout de là, suite. on vous cite des âges et on vous cite des intérêts par rapport à ces jeux que nous avons sélectionnés. Mais bien entendu, le critère prioritaire, et ça, les boutiques en ont conscience, nous, on en a conscience, et j'espère que vous en avez conscience aussi, c'est le critère essentiel de choix. Sinon, on offre un cahier de vacances. Encore une fois, c'est pas le but. Et en fait, vraiment, le critère essentiel, c'est... à la différence du cahier de vacances que l'enfant va refaire seul, choisir ces jeux-là pour les vacances, c'est aussi promettre à votre enfant que vous allez passer du temps avec lui. Et ça, c'est génial, c'est irremplaçable. Exactement. Et en plus, vous vous faites un cadeau à vous-même, parce que voir votre enfant jouer à Storybox, par exemple... Storybox, le jeu suivant pour les CM2. T'as vu comment j'ai fait la transition élégamment ? Eh ben, ça va être merveilleux, en fait, de le voir raconter des histoires. Alors pourquoi Storybox ? Parce que c'est un jeu dans lequel on exerce sa mémoire, mais aussi dans lequel on raconte des histoires. Pourquoi au CM2 ? En fait, c'est parce que le grand changement, je trouve, moi, du CM2, c'est mettre le pied pour les enfants dans... Maintenant, tout ce que j'ai appris de manière un peu mécanique, maintenant, je sais lire correctement. Maintenant, normalement, c'est tard, non, le CM2 ? Alors, on peut jouer avant, évidemment. On peut y jouer avant. C'est pour ça que vous pouvez le prendre dès le CM1. Par contre, il y a des choses qui fonctionnent un peu plus tôt. C'est-à-dire que dès le CP, vous pouvez jouer à Storybox. C'est pas du tout un problème en soi, parce que c'est un jeu qui est basé sur la mémoire et sur la narration. Par contre, c'est très bien de travailler son côté narratif. C'est très bien de travailler son côté... de jouer avec son côté d'improvisation très tôt, mais la raison pour laquelle on l'a situé aussi tard, c'est aussi tout simplement ce que tu es en train de nous dire, cette faculté à aller au-delà, à l'étape supérieure d'un seul coup, c'est peut-être là-dessus qu'on va insister. En fait, c'est parce que à chaque fois, j'ai cherché ce qui changeait dans la classe qui était en jeu. Votre enfant qui va rentrer en CM2 pour la première fois, il va utiliser tout ce qu'il a appris les années précédentes pour écrire. C'est la classe de la rédaction, c'est la classe où on commence à avoir un thème et il va falloir faire un petit paragraphe pour raconter quelque chose en lien avec ce thème. Ça s'improvise pas, c'est-à-dire que il faut raconter pour bien raconter. Et il faut avoir lu, il faut avoir entendu des histoires, il faut avoir trouvé une formule chouette dans la bouche d'un copain ou d'un parent et la réutiliser. C'est comme ça en fait qu'on devient un bon raconteur d'histoire, à l'oral comme à l'écrit. Et en fait, le CM2, c'est le moment où on va commencer à demander à l'enfant de mettre par écrit des idées, des histoires, etc. Alors, en Suisse, si tu dis on fait ça dès 8 ans, en fait, on peut le faire avant. Et tout ça, ça dépend aussi de l'enseignant ou de l'enseignante de votre enfant qui peut-être... faisait raconter des histoires. Moi, je faisais raconter des histoires en grande section. On les racontait pas avec des phrases, on les racontait avec des dessins, mais on les racontait déjà.
Mais en CM2, il va falloir utiliser tous ces mots, toute cette conjugaison, toute cette grammaire, toutes ces idées qu'on a plantées dans l'esprit des enfants comme des petites graines. Et en 6e aussi, on fera des rédactions jusqu'aux dissertations du collège et du lycée. C'est pour ça que Storybox, pour cette adaptabilité que ça demande dans la narration, ça me semblait intéressant à cet âge-là. Exactement, et il se passe des choses, de toute façon il y a certaines choses qui sont absolument indispensables. L'impro, la théâtralisation, c'est des choses qui existent en école maternelle, c'est-à-dire que pour les enfants de grande section notamment, tu t'amuses avec les enfants et ils sont très à l'aise pour monter sur scène ou se présenter devant les autres, ça leur pose souvent moins de problèmes que plus tard. Mais justement, comme un peu plus tard, il y a une sorte de timidité qui s'est installée, de peur de parler en public, c'est le bon moment pour le refaire aussi chez les CM. Et encore un peu plus tard, au collège, il faudrait redonner des possibilités aux enfants. Souvent au collège, ils s'expriment peu devant les autres et ils ont créé une forme T'inquiète pas, j'ai prévu un truc. Ils ont créé une forme d'incapacité à s'exprimer en public. Moi, j'ai mis beaucoup de temps. Personnellement, je regrette vraiment que dans mon cursus scolaire, il n'y ait pas eu un peu plus de place donnée au théâtre à s'exprimer devant les autres, parce qu'en réalité, je me suis rendu compte vers la trentaine que c'est quelque chose que j'aimais beaucoup, moi. Prendre la parole, être devant une caméra, parler, tout ça, j'aime vraiment beaucoup ça, mais je ne le savais pas parce que je ne le faisais pas, parce que je n'avais jamais eu l'occasion de le faire. L'école, sur certains plans, en tout cas en France, est passée à côté de ça. Dans les pays anglo-saxons, il paraît qu'il y a beaucoup plus de mise en avant de soi-même et puis de capacité à s'exprimer. Je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, j'en sais rien. J'ai eu beaucoup d'avancées quand même, malgré tout, par rapport à l'école qu'on a connue, nous enfants, et celle qui existe aujourd'hui, mais c'est vrai que certains jeux permettent ça de manière légère, ludique, sans obligation et sans stress. Moi, pour faire une petite digression, mais je trouve qu'elle est parlante, je pense que je suis vraiment devenue enseignante parce que j'ai eu un formidable enseignant en CM1, Monsieur Rigou, qui ne regarde pas cette matinale. Non, c'est vrai, peut-être il est mort, on ne sait pas. Ah non, je pense pas. Et en fait, pourquoi il était formidable, ce professeur de CM1 ? Parce que lui, quand il faisait classe, par exemple en histoire, il s'asseyait sur le coin de son bureau et on ne prenait pas de notes. Il disait, je vous écrirai ce qu'il faut retenir. Alors on écrivait, on encadrait ce qu'il faut retenir, on soulignait, on coloriait en jaune, et ça c'était à savoir pour la fois d'après. Mais on n'avait rien pendant 45 minutes. Il nous racontait l'histoire de France et c'était fantastique, c'était incroyable. Alors il faisait les voix, il se levait, il déambulait dans la classe, c'était du théâtre. On était tous bouche bée, on était beaucoup dans cette classe. J'ai retrouvé une photo de classe, on était vraiment énormément, il y avait pas on n'entendait rien, on le regardait tous lui, et c'était formidable en fait. Et donc savoir raconter pour captiver, c'est génial. Et si votre enfant prend plaisir à ça, ou est impressionné par quelqu'un qui est capable de le faire, parce que ça peut être ça aussi, vous pouvez être un très bon joueur de Storybox et ça va le fasciner. Moi, ma meilleure école à la théâtralisation et à l'enseigne et à ce que tout ce qu'on fait aujourd'hui, ça a été le fait d'être enseignant, en fait, d'être sur l'estrade pour parler aux enfants. Je vous avoue que j'ai beaucoup fait le pitre. On passe au collège. J'espère que ça existe encore des profs comme ça. On passe au collège, et quand je dis collège, c'est parce que j'ai pas voulu aller loin, mais c'est de jeux, je vous les suggère pour tout le collège. On n'a pas fait de classe. Oui, bien sûr. Alors là, évidemment, on va terminer par ces 2 derniers jeux pour le collège, où on est moins spécialiste, bien sûr, mais en même temps, on a eu des enfants de cet âge-là. On a été des enfants de cet âge-là. Effectivement, j'en ai sélectionné 2, et c'est valable pour le collège. Justement, ça a un lien avec Storybox dont on parlait. En fait, il me semble que la différence entre l'école primaire et le collège, c'est le fait qu'on doit justifier ce qu'on dit. Dans une dissertation en géographie, il va falloir donner des exemples, il va falloir argumenter. Il suffira plus de dire pour que ce soit juste, il faudra prouver ce qu'on dit, donner des arguments. Et dans Débat nul, c'est un tout petit jeu d'éloquence. On va s'affronter sur des idées. Par exemple, on vous l'avait à l'écran, ça peut être qui est le plus vilain du monde. Et là, vous allez débattre. Là, les thèmes ne sont pas très adaptés au collège, mais non, forcément. Mais bon, après, vous triez. Et Maître Yoda, comme j'ai fait préparer ça avec notre stagiaire, il disait si en fait au collège tout le monde a vu Star Wars. Et donc ça va être aussi ce jeu l'occasion de débattre, mais de sujets que les enfants maîtrisent, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de leur demander de comparer, j'en sais rien moi,
deux dictateurs ou des choses qui ont trait à l'histoire, ou deux écrivains de littérature française. On n'est pas en train de lui dire on va débattre pendant 5 minutes pour savoir qui de Flaubert ou de Victor Hugo a été le meilleur écrivain romantique. On n'est pas là-dessus. Et donc, on est sur des choses que les enfants vont connaître. Alors, on peut écrire ses propres thèmes aussi. Oui. Mais l'idée, c'est que c'est... MSN et Skyblog, ça date un peu quand même. L'idée, c'est d'aller sur de la confrontation d'idées et de partage aussi. Parce qu'ensuite, si on a partagé quelque chose, eh ben... le parent peut dire, tu sais, ce personnage dont je t'ai parlé et dont je t'ai expliqué qu'il était un super vilain parce que ceci, cela, si tu veux, le film, on le regarde ce soir. Et c'est aussi le moment où votre enfant va vous dire, non, parce que moi, je pense que le meilleur super vilain, c'est dans cet animé, et si tu veux, on le regarde ce soir. Et c'est ça qui est intéressant. Le dernier jeu qu'on a sélectionné pour cette liste, cette fois-ci on repart en géographie un petit peu avec Expédition autour du monde. Une belle boîte, c'est la plus grosse boîte, je pense, la plus chère peut-être aussi de ceux dont on vous a parlé dans cette matinale. Expédition autour du monde, un jeu de Wolfgang Kramer en solo sur celui-ci, illustré par Yann Valeani dans la nouvelle édition de Super Meeple. Et celui-ci, forcément, il y a à la fois une simplicité de règles quand même, il est aussi accessible qu'un aventurier du rail. Et le plaisir de se promener autour du monde avec une belle carte de jeu qu'on pose sur la table. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, au collège, on arrête de parler de l'hyper proche en termes de géographie. On n'est plus dans la France, on est dans le monde. Et je ne sais pas vous, mais moi, je ne suis pas capable de placer tous les pays du monde sur une carte. Et pourtant, il y a plein de moments où on nous demande de savoir le faire. En fait, c'est un peu dommage, c'est que sur la géographie notamment, c'est valable dans plein de domaines scolaires. Le contexte scolaire rend les choses désagréables pour les enfants. C'est-à-dire que le nombre d'adolescents à qui on parle et qui ne savent pas où est Washington, quelle est la capitale des États-Unis, même pour l'Australie, c'est frappant. Qui ne situent pas certains pays pourtant qui sont juste à côté de chez nous. Pour l'Australie, ça c'est pas très surprenant. La capitale de l'Australie en général, elle n'est pas très connue non plus. Souvent les enfants disent Sydney s'ils connaissent une ville australienne. Dans ce jeu, on a la possibilité de s'y intéresser de manière ludique, c'est-à-dire de sortir de l'environnement scolaire pour passer sur le plan ludique. C'est indispensable de pouvoir s'intéresser aux choses pour ce qu'elles sont, intéressantes en elles-mêmes, parce que c'est absolument passionnant la géographie. C'est peut-être l'un des domaines le plus passionnant en soi, de savoir comment vivent les humains. La géographie, c'est une science humaine, évidemment. C'est pas une science encyclopédique uniquement. Il y a tout cet aspect social qui est présent à l'intérieur. Et ce jeu-là, il y a un vrai jeu derrière, donc c'est ça qui est essentiel. C'est pas un jeu de culture, on n'a pas sorti un simple timeline dans lequel il y a une mécanique, mais malgré tout, on reste sur des arguments culturels. C'est un jeu de société. En fait, il n'y a rien à faire à part jouer au jeu. Ce qui est intéressant, ce pourquoi je me suis dit que ça valait le coup d'y jouer avec un enfant qui est au collège ou même un lycéen, c'est qu'en y jouant, tout simplement, on regarde réellement la carte du monde, on se déplace d'un endroit à l'autre et donc on fixe en mémoire des choses qui sont hyper rébarbatives à fixer en mémoire quand tu dois apprendre des noms de pays à replacer sur une carte vierge et que tu as une note pour ta capacité à le faire ou pas, alors que c'est nouveau pour toi. On vient de te dire que dans 10 jours, tu as cet éval et tu es en train d'apprendre à les replacer et c'est pénible en fait. Oui, voilà. Donc là, voilà. Un jeu supplémentaire. On vous a cité 10 jeux. Vous allez pouvoir retrouver sur notre site amondedejeux.fr, dès qu'on aura remis cette vidéo en ligne, la sélection. Alors à chaque fois, le vrai conseil, c'est adapter. Adapter l'âge de Bim Bam Boule à l'âge de votre enfant, mais jouer avec lui. Adapter les cartes de débat nul si c'est un personnage de pop culture que vous ne connaissez pas ou votre enfant ne connaît pas. Adapter Color Words en enlevant au début des premières parties que vous faites avec votre enfant les cartes thématiques et rajoutez-les après. Vraiment adapter les jeux et passer un super moment avec votre enfant. Ça, c'est le meilleur cadeau qu'on puisse lui faire pendant les vacances.
Vous avez la fiche que vous pouvez imprimer, vous pouvez retrouver toutes les informations sur nos fiches. Vous savez qu'à chaque fois quand vous achetez un jeu en ligne, il y a un lien d'affiliation, n'hésitez pas à les utiliser la plupart du temps, mais pas ici. Ici, en fait, ce qui vaut le coup sur cette liste-ci qu'on vient de faire, c'est éventuellement regarder la vidéo avec vos enfants, si jamais vous avez des enfants dans les âges concernés, écoutez leur ressenti, parce que peut-être ils vont vous dire, moi c'est pas celui-là, c'est celui-ci que j'ai envie de jouer là tout de suite, et déplacez-vous dans vos boutiques de centre-ville, puisque ça sera l'occasion aussi de parler éventuellement Dans ce cas, si vous vous déplacez, vous imprimez cette merveilleuse petite fiche magnifiquement designée par un stagiaire très doué. Bon, c'est notre fils. Ouais, d'accord. Voilà. Okay, d'accord. Voilà, 10 jeux enfants pour remplacer les cahiers de vacances. Pour cette fin d'année scolaire, c'est un peu le moment. Hein. Les enseignants commencent à passer dans les phases où, pour ceux du collège et du lycée, ils corrigent les copies. Les dernières copies, c'est la fin des notations. Il reste le mois de juin, mais on commence à réfléchir à ces fameuses questions. On prépare les vacances aussi. Voilà pour cette matinale particulière qu'on a faite ce matin. Merci beaucoup de l'avoir énormément commenté, puisque vous étiez nombreux sur le chat et on a eu beaucoup de questions. J'en vois encore une de Plume Doigt qui nous demande notre avis sur Cracklis, la récré. On y a joué celui-là? Tu y as joué? La récré, j'y ai pas joué encore. Bon, voilà, on vous donnera notre avis quand on y aura joué, évidemment. Cracklis et Speedback, c'est chouette, hein, c'est chouette en fait. Ouais. Mais comme on n'a que de représentation orale du mot, on l'écrit pas réellement. Moi, j'ai cherché des mots qu'on écrivait réellement. Mais ça n'empêche que ça marche dans cette sélection. C'est super bien de jouer à Speedback ou à Cracklist avec votre enfant, si ça lui plaît, parce que c'est vraiment de la manipulation. En fait, il y a plein de choses. Il y a plein d'autres jeux. J'aurais pu mettre Et puis voilà aussi, que j'adore, mais je ne l'ai pas mis parce que je cherchais des choses qui avaient... Et parce que je t'ai dit, non, 10, arrête, parce qu'on m'a fait une liste, là, où tu vois, il est 9h14, on a déjà un petit peu débordé, mais en même temps, il faut savoir s'arrêter. Il y en a plein d'autres. Hein. Exactement, il y a beaucoup d'autres choses. Vous allez pouvoir retrouver tout ça et Antares vous a déjà mis le lien parce que la matinale n'est pas encore en ligne, mais en réalité elle est déjà sur le site. Sur ceux qui regardent en direct, vous l'avez donc grâce à Antares directement. Vous pouvez retrouver tout ça sur notre site internet. Merci beaucoup Aline pour ce travail. C'est la fin de cette semaine ludique. On a fait pas mal de matinales super intéressantes. Moi, je suis très content de ce qu'on a produit cette semaine. Nini Ange qui veut la liste rallongée. À un moment, il faut s'arrêter de faire des listes parce que forcément, plus on rajoute des jeux, plus on a envie d'en rajouter. Allez, on va terminer cette émission. Moi, je vais repasser sur du montage. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour plein de choses. Le mois de juin va être dingue. Il y a un nombre d'invités au chalet il n'y a pas eu grand monde en mai, mais alors en juin, il va falloir qu'on ait une grosse équipe de monteurs sur le mois de juin. On se rend compte que le mois de mai, avec ces ponts qui étaient si bien placés, ça a été l'occasion pour plein de personnes de partir en vacances. Nous-mêmes, on s'est déplacés. Oui, on a fait un peu de vacances d'ailleurs de matinale pendant cette période-ci. Moins de monde, mais alors juin, c'est bien plein. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour plein d'autres matinales et plein d'autres vidéos. C'est la fin de cette émission, c'est la fin aussi de cette semaine. Alors, il reste cette journée à terminer, mais derrière, c'est le week-end. Vous allez pouvoir tous faire du dessin de presse, parce que les gens font ça le week-end souvent. Bonne semaine, bon week-end à tous, et à la semaine prochaine.